Ce programme vous est présenté par la communauté urbaine du Creusot-Monceau, le territoire de tous les possibles. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. On est ici au Creusot pour les 8e journées nationales France urbaine. On va parler de planification écologique, d'investissement public, privé et de l'inertie gouvernementale que l'on subit depuis plus d'un an. Comment les régions, les communautés et les entreprises s'adaptent. Smart Impact, toujours aux Journées nationales France urbaine. On parle de planification écologique. Je vous présente tout de suite mes invités. Frédéric Le Turc, bonjour. Vous êtes le maire d'Arras. Bonjour bienvenue. J'accueille Laurent Bouquin, directeur général des services de la communauté urbaine Creusot-Monceau. Merci de nous accueillir chez vous. Ça fait plaisir d'être là. Jean-Pierre Julien, bonjour. Vous êtes le patron du groupe Julien. Et Pascal Payen-Appenzeller, bonjour. Directeur général du Geste d'Or. Peut-être un mot sur ces journées nationales France urbaine, le regroupement des grandes agglomérations, des grandes communautés. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et puis, pourquoi vous avez besoin d'un événement comme ça, éventuellement, pour parler de planification, et notamment de planification écologique? Pour 2 ou 3 raisons. Un, c'est parce que le monde dans lequel on vit a besoin de se transformer, de se réinventer, et que l'expérience que l'on peut avoir les uns les autres nous permet de nous nourrir et puis de construire des chemins qui correspondent à nos territoires, mais qui s'inspirent aussi de la manière dont les autres sont amenés à travailler. Et France urbaine, moi je connais depuis la naissance, puisque la communauté urbaine d'Arras que je préside a été en fait transformée en communauté urbaine en 1998 et depuis fait partie de ce regroupement des grandes intercommunalités de France. Et effectivement, c'est plus facile pour un maire de se dire, tiens, j'ai un collègue maire d'une ville similaire qui a changé ça dans sa ville ou lancé tel investissement, et se dire, ça a marché, je le fais aussi. Oui, entre maires, entre présidents, on se parle. Nos élus aussi ont l'habitude de travailler ensemble à travers des commissions. On échange beaucoup sur tous les sujets qui peuvent forcément nous intéresser, pas simplement la planification, mais elle en fait partie parce que c'est un enjeu sur lequel en fait nous avons à la fois des responsabilités, des devoirs et en même temps des difficultés, des murs de difficultés qu'il faut savoir franchir parce que rien ne doit être impossible pour les collectivités. La communauté urbaine Creusot-Monceau, c'est combien de communes? C'est quel budget? Alors la communauté urbaine, c'est 34 communes, un peu moins de 100 000 habitants. Un budget global annuel, tout budget confondu, un budget principal et aussi les budgets annexes, puisque dans les budgets annexes, on a l'eau, on a de l'assainissement, notamment le développement économique, d'environ 200 millions d'euros par an. Et dans ce budget général, finalement, est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être pas d'ailleurs, ça serait intéressant, ce que vous consacrez justement à la transition énergétique, à la transition bas carbone? Alors, on ne peut pas le raisonner comme ça, de mon point de vue, puisque en réalité, la transition, elle est transverse et elle vient irriguer toutes nos politiques publiques. Donc, quelque part, qu'on parle d'eau, qu'on parle de transport, qu'on parle d'aménagement économique, d'aménagement du territoire, tout doit intégrer la planification et le changement climatique et écologique. Alors, je vais continuer de présenter nos invités. Peut-être vous nous présentez votre groupe. C'est quoi le groupe Julien? Dans quel secteur vous travaillez? Groupe Julien, entreprise familiale dans l'industrie automobile. Nous sommes moulistes dans l'industrie automobile depuis plus de 50 ans. Et pour rebondir un peu sur votre transition écologique, la grosse problématique qu'on a, nous les industriels, en tout cas petites PME, c'est qu'on n'a pas les moyens, justement, on n'a plus les moyens de nos ambitions écologiques. Et ça, c'est un vrai message que je veux faire passer, puisque c'est très important pour nous, malgré nos convictions. Parce que les premiers investissements, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets au mot facile, mais les plus faciles ont déjà été faits. Non, justement pas, parce qu'on avait un gros projet d'investissement de transition écologique en 2019-2020. Il y a eu un petit épisode, vous vous en souvenez, sur 2020, qui nous a coupé l'herbe sur le pied. Puis la crise énergétique 2022, ce qui fait qu'on reporte, parfois au calendrier grec, notre fameux investissement, notamment énergétique, avec du solaire, etc. Que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui. Absolument pas faire, qu'on ne peut plus faire aujourd'hui.
Et donc la question effectivement des financements publics, financement des collectivités locales, de l'impulsion donnée finalement par ces financements, elle est centrale pour vous. Exactement, puisqu'en fait on s'aperçoit, puisque nous sommes très proches avec la communauté urbaine, et on s'aperçoit que nous avons les mêmes contraintes de toute façon. Hein, c'est tout à fait une réalité malheureusement. Ouais. Pascal Payen-Appenzeller, c'est quoi le Geste d'Or? Racontez-moi. Le Geste d'Or est né il y a 20 ans, et à l'origine il s'occupait de la santé des façades. Et puis il est passé aujourd'hui à la santé de la planète et de l'homme. Et en fait, on est passé au territoire. On a aujourd'hui 25 sièges en France, des sièges à l'étranger. Et pour donner un exemple, puisque les villes aujourd'hui sont mises en cause par le nouveau budget quelque peu insensé au niveau national. Récemment, la ville d'Avignon, dans laquelle nous avons un siège et qui est une ville assez pauvre, vient de concourir, et c'est la première ville de France qui concourt, puisque nous sommes Label France désormais, pour la ville climatique. Et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure le directeur des services, c'est qu'effectivement, l'économie énergétique, elle traverse la totalité des actions et des sujets. Et aujourd'hui, nous avons 19 départements, on a une sorte d'interministériel au Geste d'Or, et cette interministérielle, elle est aussi, je dirais, au-delà de la santé, puisque santé de l'homme, santé de la planète, ça va tout à fait ensemble, elle est liée à quelque chose qui est fondamental et qui fait que peut-être les citoyens n'ont pas tout à fait pris conscience de l'urgence des situations, c'est la formation. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons tous formés. Et aujourd'hui, nous avons un problème parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des sujets annuels. Mais je prends l'exemple d'ADP, qui fait partie du Geste d'Or, Aéroport de Paris. Eh bien, ils ont 250 métiers et la moitié des gens partent à la retraite dans 10 ans. Et nous avons créé un système, une filière qui s'appelle la personne d'or. Il se trouve que je suis compagnon du Tour de France et qu'effectivement, c'est un compagnonnage de la maturité à partir de 30 ans pour prendre, disons, à l'avance, eh bien, le sujet de la formation en cause, et de faire que dans chaque société, dans chaque filière, il y a une personne qui a le don de transmettre. Et cette personne qui a le don de transmettre va déjà transmettre. Et il y aura déjà une capacité à transmettre les compétences au moment où il y aura tous les nouveaux qui arriveront. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de l'argent, il ne s'agit pas de vouloir, il s'agit d'avoir les compétences. Et aujourd'hui, le grand problème, c'est de prendre en compte la personne humaine. Mais par ailleurs, puisqu'on parle des communautés de communes, il vient de paraître un livre extrêmement important que je conseille à tout le monde de lire, qui est à la Fabrique des territoires, qui est l'écologie des biorégions. Aujourd'hui, il faut dépasser même la communauté urbaine. Nous revenons aux régions géographiques. Il se trouve que dans ma génération, on enseignait les climats de Taine, et Hippolyte Taine disait chacun, par son climat, a son tempérament. Et qu'effectivement, aujourd'hui, par exemple, autour du Creusot, puisque nous y sommes, qui a une ceinture forestière intéressante, qui est née d'ailleurs d'une petite commune qui ensuite s'est divisée en d'autres communes, qui était un petit village, qui a donné ce territoire, et bien ce territoire doit redécouvrir tout son environnement naturel. Et à partir de ça, on peut faire une biorégion. On ne peut pas faire une bio dans une ville. Et un très grand agriculteur chez nous, me disait récemment, personne n'est bio, on est sur le chemin. Mais faut-il que le chemin ne trouve pas trop d'obstacles? Oui, effectivement, et que le cap soit tenu. Alors, j'allais vous poser cette question, Frédéric Letuc, du bon échelon. Échelon administratif, la commune, la communauté de communes, la région, effectivement, pour faire... Biorégion. Oui, j'ai bien entendu, pour faire bouger les lignes en la matière. Je pense qu'on vient d'avoir une belle démonstration de ce que doit être la décentralisation. C'est-à-dire une manière de travailler, de penser autrement, de confier au plus près, au plus juste et au niveau le plus intelligent la construction en fait d'un écosystème, d'une dynamique de projet qui fasse que on favorise et on encourage l'association d'intelligence collective qui permettent finalement aux hommes, aux femmes de vivre dans un environnement de qualité qui considère en fait la manière dont elle doit imaginer son projet et pas en fait un copier-coller de ce qui pourrait être imaginé à l'intérieur du périphérique. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que j'allais vous demander, est-ce que vous avez des exemples de solutions qui vous ont été proposées d'une façon très verticale et qui n'étaient vraiment pas du tout adaptées à la ville d'Arras ou même à la région? Je pense que quand on dit en fait au territoire go sur l'éolien, par exemple, si je prends ce cas-là, qui peut parler à tout le monde. L'éolien n'est pas obligatoirement quelque chose d'acceptable et d'intelligent partout. Il faut en fait simplement pouvoir y travailler, regarder intelligemment la manière dont les territoires sont organisés, pas vouloir obligatoirement massifier de manière en fait désespérante pour en fait massacrer des territoires qui ont des potentialités par ailleurs
y compris touristiques, et qui peuvent en fait par une abondance trop forte devenir en fait insupportables. Donc il faut de l'intelligence collective, et cette intelligence collective, elle passe par à la fois la manière de penser et de confier le développement, et en même temps la confiance que l'on accorde à celles et à ceux qui sont sur le terrain pour imaginer leur projet. Ouais, Laurent Bouquin, pourquoi ces territoires urbains, là on est réunis pour cet événement, cette 8e édition des Journées nationales France urbaine, pourquoi c'est un échelon aussi, alors on parlait des biorégions, mais pourquoi les territoires urbains sont des échelons stratégiques, on va dire, de cette planification écologique dont on parle? Bien, je crois qu'un des éléments, c'est qu'il concentre un certain nombre de fonctions pour le quotidien des gens, des habitants et des territoires. À la fois, c'est une concentration de population, mais c'est aussi une concentration de fonctionnalités, notamment ce qu'on appelle des fonctions de centralité. C'est-à-dire l'organisation des mobilités, l'accompagnement au développement économique, l'émergence, Pascal Payen-Appenzeller parlait de compétences et de transmission. Bien, le développement des savoirs passe aussi par ces territoires urbains, parce que concentration de savoir-faire et de compétences. Donc c'est aussi cela qui amène la pertinence de cet échelon. Après, comme ça vient d'être dit par monsieur le maire d'Arras, l'enjeu, c'est tout l'enjeu de la confiance. Et en fait, ce que font les territoires... la confiance ou l'acceptabilité des projets. Absolument. Et en fait, ce à quoi s'attellent chacun des territoires, c'est à leur échelle de tisser de la confiance avec l'ensemble de leur écosystème, les acteurs économiques, les acteurs associatifs, la participation citoyenne, ainsi de suite. Et ça, c'est la clé, parce que quel que soit le projet, quelle que soit la transition que l'on souhaite engager, il faut cette mise en mouvement de l'ensemble des acteurs et cette création de confiance à l'échelle d'un territoire. Ouais. Avec les effets effectivement des décisions prises, vous disiez, à l'intérieur du périphérique, mais aussi au niveau européen. Je voudrais qu'on parle puisqu'on est en train d'évoquer les uns et les autres la planification environnementale. Le secteur automobile, il a pris un sacré choc quand même. La décision d'interdire la vente de voitures thermiques en 2035, à quel point ça a obligé le secteur à aller vite, et pour une entreprise, pour un groupe comme le vôtre, avec quelles conséquences? Conséquences dramatiques, vous vous doutez bien, et surtout, ce qui est surtout dramatique, c'est ces grands constructeurs européens qui n'ont pas vu venir, pas su voir dans quel sens évoluer ces dernières années. Ils ont fait cette grave erreur que nous payons très cher, nous toute la filière automobile aujourd'hui, envahie par évidemment notre concurrence chinoise qu'on a bien nourrie pendant toutes ces années. Donc voici où on en est, quoi. De toute façon, alors effectivement, on a le pantin d'en face outre-Atlantique qui annonce des grandes réformes, des grandes annonces qui ne font rien, de toute façon pas grand-chose, à part des mots. Maintenant, ce qui va se passer, je ne sais pas. Il se discute de grandes choses en ce moment, notamment en Allemagne. Et vent debout. Oui, le chancelier allemand vient de demander un délai. Est-ce que la date butoir de 2035 soit repoussée? Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Mais faut écouter, on est quand même résilient. On croit en notre avenir quand même. On croit en nos territoires. Mais voilà. Est-ce que quand un grand groupe, puisque ce sont vos donneurs d'ordre en quelque sorte, décide de prendre un virage environnemental, par capillarité, quelles conséquences ça a pour une entreprise comme la vôtre? Ça a des conséquences, si vous voulez, qu'eux vont prendre des grandes décisions dont ils ont les moyens, ou dont l'État leur donne les moyens, les subventions leur donnent les moyens, et nous, derrière, en gros, sans être vulgaire, on doit se démerder. Voilà. On doit se démerder à travailler et à continuer à travailler comme d'habitude, mais on doit prouver qu'on est sur la bonne voie. Voilà ce qui se passe. Et ça, c'est un petit peu dommage. On fait beaucoup de politique et on oublie la réalité de terrain que sont les contraintes quotidiennes des PME et des petits, même de l'auto-entrepreneur et tout ça, etc. Qui avons toujours cette idée évidemment de transition, d'écologie, etc. Nous avons ça ancré en nous, mais on ne peut pas le prouver. On n'a pas les moyens. Ça, c'est dommage. Vous parliez de biorégion. Je veux bien que vous me définissiez un peu plus. Tiens. La biorégion, c'est au-delà du cercle de la ville et de sa communauté de communes, c'est reconnaître quel est le territoire naturel. Oui. Et ce territoire qui n'est pas forcément celui des régions telles qu'elles sont définies aujourd'hui. Non, les régions aujourd'hui, elles ne sont pas définies, elles sont indéfinissables. Un jour, le directeur général des régions, puisque nous avons chez nous un certain nombre de départements au Geste d'Or, 32 départements qui sont membres du Geste d'Or, mais ce directeur des régions me disait surtout, ne faites pas rentrer les régions, ce sont les nouvelles féodalités. Donc ce sont des régions politiques, ce ne sont pas des régions naturelles. Or, la biorégion, c'est reconnaître
au-delà de ce que l'administration peu à peu a construit, et déjà la communauté de communes comme l'intercommunale que l'on vient de sanctionner fortement là dans la nouvelle loi de finances, qui est une catastrophe, 5% de moins quand même pour les collectivités locales, et puis ça ne sera jamais reversé contrairement à ce qui est dit. Eh bien effectivement, la biorégion, c'est la reconnaissance véritablement, non pas, et c'est la grande différence, nous ne sommes pas au geste d'or écologistes, nous sommes écologues. C'est une grande différence. C'est-à-dire qu'on reconnaît la nature. Il se trouve que moi, personnellement, j'ai la chance, étant franco-suisse, d'avoir une formation d'anthroposophe, dont Rudolf Steiner, et j'ai été éduqué à reconnaître vraiment la biodynamie. Parce que voilà, ça date de 1900. Rien n'est nouveau. Nous retrouvons les choses. Mais je voulais dire une chose par rapport à ce qui vient d'être dit là, c'est qu'effectivement, puisque monsieur le maire d'Arras y a fait allusion, et que moi-même j'ai eu à essayer de lutter contre la pléthore d'éoliennes prévues par le gouvernement dans le Nord, et qui était une catastrophe pour vous, elle peut être bien à certains endroits, encore que je pense qu'on songe actuellement, très clairement, à démonter toutes les éoliennes. Ça coûtera beaucoup plus cher que prévu, mais bon, ceci est parce que les blocs de béton dans les champs, c'est terrible. Mais au-delà de ça, je réfléchissais en vous écoutant qu'on pourrait donner une nouvelle définition de la République. Au lieu de la faire une et indivisible, il faudrait l'appeler plurielle et indivisible. Parce que les territoires, c'est une mosaïque. Et aujourd'hui, le véritable conflit qui a été mis en cause, mon président est un sociologue des organisations, donc les enquêtes croisées dans une entreprise comme dans l'État pour faire que nous sortions de nos îlotages. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, il y a un conflit entre deux aspects et deux idées de la politique. Ouais. Ou bien la France, une, est toute semblable partout, et c'est la politique nationale, centrale, ou la France mosaïque, c'est-à-dire qui retrouve ses régions naturelles. Et nous sommes sur ce chemin. Qui est formidable, sauf que on est pressé et que ça ralentit. Oui, effectivement. Est-ce que, Frédéric Lecturc, finalement, l'inertie ou le chaos politique qu'on traverse depuis plus d'1 an, je pourrais même remonter un peu plus loin, mais bon, je vais déjà... Soyons raisonnables. Voilà, soyons raisonnables, on va partir de la dissolution. Mais est-ce que finalement, ça incite pas, c'est ce que vous venez de dire, hein, les régions, les villes, les départements à avancer sans attendre le... C'est pas si simple, hein, parce que parfois, il y a des financements de l'État dont on a besoin. Alors, moi, je suis un républicain, démocrate. Je respecte la cohésion nationale autour de laquelle je pense qu'on a encore besoin de se retrouver, et qui est d'ailleurs une valeur partagée qu'on devrait tous réapprendre à défendre et à porter. Quand je vois les débats à l'Assemblée nationale, je pleure devant ma télévision. Hein. Mais deuxième chose, en fait, oui, je suis assez d'accord sur le fait que la France est plurielle, de toute façon, même si on doit préserver l'unité, et que construire en fait des projets de territoire, c'est le chemin. C'est ce que chacun d'entre nous, d'ailleurs, est amené à faire dans son territoire. Je suis persuadé qu'ici, il y a un projet de territoire. Moi, j'ai fait délibérer en juin dernier le projet de territoire du Grand Arras, qui est le fruit de la construction de toutes les politiques publiques dont on a compétence, que l'on a revisité sur les 5 années de mandat, et qui est aujourd'hui scellé dans le marbre pour donner la trajectoire, y compris sur la planification. Alors justement, et y compris sur la question environnementale. Surtout sur la question environnementale, mais pas que. D'une manière générale, sur la manière dont on s'empare des compétences de la communauté urbaine, dont on les partage avec l'ensemble des communes, 46 communes, et dont on essaye de construire en fait du concret au service des 110 000 habitants, en sachant que l'objectif, c'est que l'habitant adhère à cette démarche on revient de projet. À cette acceptabilité. C'est pour ça que la construction du projet s'est faite en prenant du temps et avec énormément de réunions, de discussions, de contributions, de temps de partage, de travail, y compris dans les communes, pour que l'habitant s'exprime sur l'eau, s'exprime sur l'énergie, s'exprime sur le verdissement, s'exprime en fait sur l'aménagement urbain, s'exprime sur les mobilités, s'exprime sur l'emploi, s'exprime sur l'habitat. Et c'est comme ça en fait que, par exemple, plutôt que de continuer à produire, entre guillemets, 900 logements neufs par an, on a en fait, avec les discussions qui ont été engagées, décidé de plutôt mettre 10 millions d'euros pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, notamment des bâtiments sociaux, des bailleurs sociaux qui sont en retard sur la rénovation urbaine et qui ont besoin d'un coup de pouce. Donc on l'a fait concrètement. Voilà. Donc on a essayé, parce qu'on respecte aussi ce que l'on est en termes historiques, de travailler sur l'histoire de la communauté urbaine. Donc on a sorti un livre là il y a 1 mois sur l'histoire du Grand Arras, parce qu'on s'est rendu compte en fait que si notre frontière du Grand Arras était administrative,
elle avait tout de même une certaine gestation qui, en fait, n'était pas qu'administrative. Nos communes avaient historiquement des histoires en commun, des rêves en commun, et tout ça a été, en fait, écrit par des historiens locaux qui ont permis de produire, je dirais, un document qui aujourd'hui en fait permet de resserrer les liens entre les habitants. Je pense qu'on a besoin de construire un projet et de pousser en fait nos politiques publiques, mais on a besoin aussi d'asseoir notre crédibilité sur ce que l'on est au plus profond de soi, c'est-à-dire notre histoire en commun. Notre histoire et notre identité. Voilà. Laurent Bouquin a la dimension là aussi de la région où on est et de cette communauté Creusot-Monceau. Il y a souvent l'obligation, effectivement, d'organiser des séances des débats publics pour faire accepter ou non des projets environnementaux. Est-ce que vous êtes dans cette démarche? Est-ce que vous avez un exemple de grands projets qui est en cours et pour lequel il a fallu convaincre, tout simplement, pour que les habitants, comme vous le disiez, soient associés finalement à la démarche? Oui, alors, exemple d'un grand projet et qui est un projet d'initiative privée. Donc c'est aussi intéressant de voir à quel point, ce qu'on disait tout à l'heure, la nécessité de créer du lien et de la confiance entre tous les acteurs. Grand projet porté par Framatome, hein, puisque ici on a une filière nucléaire qui est très importante dans l'industrie, et Framatome envisage la construction d'une nouvelle forge. Donc un projet titanesque d'environ 600 millions d'euros. Et au regard de la taille du projet, il est soumis à l'obligation de la Commission nationale du débat public. Et donc a été organisé par Framatome avec un certain nombre d'acteurs tout ce travail de concertation des habitants et des différents acteurs du territoire sur la période de juin-juillet. Et cette concertation vient enrichir, vient soulever les attentes et les conséquences pour le territoire. Parce qu'un projet comme celui-ci, oui, il est important pour l'industriel, mais j'ai envie de dire, il est presque systémique pour le territoire. Parce qu'un projet avec un tel investissement, c'est à peu près 300 à 400 personnes qui travailleront sur le chantier pendant 5 ou 6 ans. C'est 250 créations d'emplois directs à terme du projet. Et derrière, c'est où ces personnes vont-elles se loger? Comment vont-elles se déplacer sur le territoire? Quid de l'emploi des conjoints? L'accueil des familles sur le territoire? Donc on voit à quel point ça embrasse l'ensemble des thématiques et des politiques publiques, et où, quel que soit le projet, dès lors qu'il est aussi impactant, il ne peut pas se traiter de façon cloisonnée, tel acteur, sans concerter personne. Ouais. Nécessairement, il faut que l'ensemble des parties prenantes soient autour de la table et contribuent à orienter et à améliorer le contenu du projet. Est-ce que vous faites le lien entre ces enjeux là dont on parle de planification écologique ou en tout cas d'engagement environnementaux et l'attractivité d'un territoire? Tout à fait, bien sûr, c'est très important et l'attractivité du territoire est primordiale pour effectivement attirer les talents, les retenir, surtout les retenir, je dirais. Parce qu'on a ce déficit d'image, hein, c'est vrai sur la communauté urbaine et c'est bien dommage. Mais bien souvent, les gens sont très surpris d'arriver ici et ils sont très heureux d'ailleurs et il faut les retenir en fait. Donc évidemment, cette attractivité du territoire est très importante et je pense que la communauté urbaine mène de belles actions justement pour embellir notre région. Mais quand vous cherchez à recruter des talents, c'est peut-être pas l'argument environnemental qui est le premier dans la discussion quand même. On va être honnête, non? Non, mais on est d'accord, mais tout dépend à quel niveau vous recrutez. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est évident que si vous recrutez des ingénieurs, des cadres, etc., ils vont avoir ce regard-là. On ne va pas se mentir que quand vous êtes sur une main-d'œuvre qualifiés, ils n'ont pas ce regard-là. Mais il n'empêche que si vous avez ces discussions avec eux, malgré tout, ils sont assez attirés par cela. Ouais. Si on regarde comment les territoires se font aussi concurrence, est-ce que ça vous semble, cet argument environnemental dont on parle, un vrai facteur d'attractivité ou pas? Je prends un exemple. Il se trouve que j'ai la charge du réaménagement du mine de Rungis. Ouais. Ce n'est pas un marché d'intérêt national, c'est son nom, mais c'est le marché d'intérêt international. Toute l'Europe vient s'y approvisionner.
Rungis, c'est 250 hectares environ. C'est en fait une ville sous péage qui est publique-privée, puisque c'est l'État et le Crédit Agricole. Et il se trouve, qu'est-ce qu'on fait? C'est à l'origine, premier marché de frais du monde. Deuxièmement, c'est le premier entrepôt d'Europe. Et bien, troisièmement, aujourd'hui, on y fait une ville. Pourquoi on y fait une ville? Pourquoi on a fait reconstruire, à l'initiative du Geste d'Or, 40% déjà, Stéphane Layani qui en est le président, 40% des bâtiments, pour qu'ils soient mieux faits. Mais maintenant, le nouveau pavillon que nous récompensons au Geste d'Or, le pavillon 6, qui est le premier pavillon de fromage du monde, ou par ailleurs, puisque je m'appelle Payen Penzeller, on vend de la Penzel, qui est le fromage qui porte mon nom, et j'en suis assez fier, eh bien, on le refait à la manière urbaine. Ouais. C'est-à-dire que désormais, les pavillons ont des boutiques. Désormais, on fait ville. Et parce que l'Internet fait qu'il y a moins de gens qui viennent acheter en direct, ils achètent par Internet, mais il y a de plus en plus de gens qui viennent s'y promener, qui viennent y vivre. Et aujourd'hui, si on sait faire ville, je prends l'exemple du mine de Rungis, parce qu'il est très particulier, que ce marché disparaîtrait par la pression immobilière qui est tout autour, c'est au centre du Grand Paris, et c'est très important aussi, donc dans une sorte de communauté urbaine, mais Paris est très particulier. Et effectivement, aujourd'hui, c'est la qualité de fréquentation, et qui, elle-même, permet deux choses. Premièrement, refaire la culture des produits. Et c'est capital, car aujourd'hui, ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, et que moi, comme prof, comme enseignant, comme chercheur, etc., depuis tant d'années, eh bien, je vois, c'est la perte culturelle. Mais tout le monde a envie de culture, sauf qu'il faut savoir la passer. Il faut aujourd'hui, par exemple, que dans les écoles, il faut réformer l'éducation nationale, que dès l'âge de 5 ans, on n'apprenne pas à cultiver dans une cour d'école où on a remis la terre, on a enlevé l'asphalte ou le ciment ou le béton, et pour faire quelques petites cultures. Non, non, il faut l'enseigner, cette culture. Il faut aujourd'hui que nous préparions les jeunes générations qui, et je compléterai ce qu'a dit là M. Jean-Pierre Julien, c'est que même un ouvrier aujourd'hui, un jeune ouvrier, il a un intérêt à mieux vivre et à vivre sa vie privée. Et cette vie privée qu'il a envie de vivre, c'est une vie équilibrée. Et cette notion d'équilibre, elle est absolument fondamentale. Et ça, je dirais, les gouvernements en général n'ont pas pris en compte le désir privé. C'est fondamental. Là-dessus, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À Be Smart for Change, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut. Ce programme vous a été présenté par la communauté urbaine du Creusot-Monceau, le territoire de tous les possibles.